Bonjour Lilian. Bonjour Françoise. Alors, tu es venu nous parler de quel sujet aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de mettre en parallèle deux réalités historiques très différentes qui sont la France de Vichy et la France que nous vivons, que nous subissons aujourd'hui. Alors, quelle idée curieuse, parce que comment est-ce qu'on peut arriver à faire un parallèle entre ces deux époques qui ont quand même peu de rapport à première vue? Je pense que c'est justement le fait que ça soit deux réalités incomparables qui motive le fait de les mettre en regard, de les comparer. Il y a un historien, grand historien français qui s'appelle Marcel Détienne qui proposait de comparer l'incomparable. Et ça me semble une bonne idée, c'est-à-dire que malgré que ces réalités historiques soient extrêmement distantes, soient extrêmement différentes, eh bien les mettre en regard l'une de l'autre permet de faire apparaître des contrastes, des différences abyssales, mais aussi peut-être des similitudes, des homologies qui peuvent nous éclairer sur les spécificités de ce que nous vivons au présent. Alors, on serait pour le coup vraiment en guerre, comme l'a dit notre président. Alors effectivement, parmi les similitudes qu'on peut repérer à première vue entre la France de Vichy et la France contemporaine, il y a le fait qu'on serait en guerre. Notre président nous l'a martelé au mois de mars dernier. Et puis, on a vu avec l'épidémie du Covid ressurgir tout un ensemble de pratiques, tout un ensemble de mots qui sont extrêmement évocateur de cette période des années troubles, de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Il faut qu'on sorte avec des attestations qui ressemblent un peu à des laissez-passer. Nous sommes soumis à des couvre-feux. Nous avons vu pendant le premier confinement ressurgir des files d'attente devant les commerces. On a eu des pénuries de papier toilette et de spaghettis. Et puis, on a vu ressurgir des pratiques qui sont associées à la période de Vichy, notamment au travers d'un film qui a été produit en 1943, qui est Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot, qui est cette pratique très nauséabonde de la délation. C'est-à-dire que les policiers ont reçu des lettres, des coups de fil, des mails de gens qui dénonçaient leurs voisins, alors pas comme juifs ou communistes, mais comme ne respectant pas le couvre-feu, recevant trop de monde chez eux, sortant à des heures indues, élevant peut-être des pangolins, que sais-je encore. Voilà, tout un ensemble de choses qui nous rappellent très désagréablement cette période de Vichy. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme rapport? Parce qu'il semblerait quand même que l'État ait fait appel dans la population française à ce retour à des valeurs de soumission, d'obéissance, de discipline. Qu'est-ce qu'il y a comme parallèle en fait concret? Alors là aussi, c'est quelque chose qui incite à mettre en parallèle, je dirais, c'est avant l'épidémie de Covid, c'est spécialement au moment du mouvement des Gilets jaunes et surtout de la très violente répression de ce mouvement. On a eu la dénonciation du côté des Gilets jaunes et des gens qui les soutenaient, la dénonciation d'un tournant autoritaire de la République française, du gouvernement d'Édouard Philippe, du ministère de l'Intérieur, des forces de police qui utilisent des moyens extrêmement brutaux, avec des tirs de flashball, des grenades, des gens qui sont éborgnés, des mains arrachées par les grenades de désencerclement. Il y a eu des voix qui se sont élevées dans le champ intellectuel, dans le champ politique, pour dénoncer donc ce virage autoritaire du gouvernement actuel et qui évoquerait un passé autoritaire qui est celui de Vichy, où on a eu aussi un déploiement policier répressif, alors sous d'autres formes, avec d'autres enjeux, mais où effectivement la démocratie, qui est supposée être le régime de la République française, s'affaiblirait, on aurait des doutes sur le caractère véritablement démocratique de notre pays du fait de ce déploiement de forces répressives. Et tu établirais des parallèles entre l'État politique, enfin l'État de Vichy et l'État actuel? Alors, c'est un des aspects qui me semble particulièrement pertinent pour faire une comparaison, toute chose inégale par ailleurs, mais entre l'État de Vichy et l'État français contemporain.
Alors, si on regarde l'État qui naît, alors il s'appelle l'État français, hein, le régime de Vichy, il naît de la fin de la Troisième République. Et comment appeler cette réalité politique? On trouve simplement l'expression d'État français pour la désigner, qui est reprise à son compte par le maréchal Pétain, qui est le chef de l'État. Si on regarde l'appareil administratif, l'appareil étatique, on a quelque chose de très intéressant qui est un appareil administratif extrêmement efficace, rationalisé, qui est hérité de la Troisième République, mais qui dans le même temps est affaibli par le contexte de la guerre et de la défaite. C'est-à-dire qu'on a un État qui est privé d'une partie de ses fonctionnaires, il y a beaucoup de prisonniers, il y a l'occupant nazi qui impose des mesures très restrictives, qui restreint la capacité de l'État, notamment jusqu'en novembre 1942, sur la moitié du territoire, hein, où c'est sous occupation allemande. Donc on a à la fois un appareil étatique efficace et très rationalisé, et dans le même temps, il a moins de moyens de le faire fonctionner, cet État. Donc il est à la fois, je dirais, boursouflé et étriqué. Il est boursouflé également parce que l'ambition de Pétain, c'est de reconstruire à partir de zéro une réalité politique, économique et sociale. Donc il va mettre en place toute une série de nouvelles instances destinées à assurer le gouvernement de la population dans les différents secteurs, notamment avec ce qui va s'appeler les comités d'organisation. Dans chaque secteur professionnel va être mis en place un, voire plusieurs comités d'organisation qui sont supposés être des organismes paritaires avec les salariés, le patronat, mais sous la tutelle quand même très dirigiste de l'État. Et en fait, on aura pléthore de ces comités d'organisation, souvent plusieurs qui vont coexister dans le même secteur professionnel. Je pense par exemple au monde de l'édition. Et ces comités vont se marcher sur les pieds, il y aura des luttes de territoire, des concurrences, et donc ça va totalement, en grande partie, bloquer l'action étatique. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec la multiplication aussi à notre époque de commissions, de consultations des scientifiques, de soi-disant consultations des citoyens? Est-ce qu'il y a un parallèle où c'est pas tout à fait la même démarche? Je pense que le parallèle, à première vue, il est légitime, c'est-à-dire qu'avec la crise du Covid, on a vu se mettre en place une multiplicité d'instances, avec un conseil de défense, avec un conseil de scientifiques, avec des comités de citoyens qui sont là pour dire leur avis sur la vaccination, par exemple. Mais je dirais c'est davantage dans une logique qui est plus hétérogène. On voit bien que le comité de défense, le comité des experts ont un rôle de gestion de la crise, de savoir qu'est-ce que, en fonction des connaissances qui sont très évolutives, très rapidement, hein, des connaissances nouvelles sur l'épidémie qui a laissé tout le monde un peu désemparé. Et puis on a des comités qui relèvent purement de la communication politique, comme ce Conseil des citoyens sur la vaccination, dont on parle déjà plus un mois après. Il y avait une inquiétude de la population qui était mesurée par les sondages quant aux effets éventuels, effets secondaires des vaccins qu'on ne connaît pas bien. On affecte de prendre en compte l'avis de la population, et puis dès que les sondages montrent que de toute façon il n'y a que ça comme réponse à peu près solide à l'épidémie, et que maintenant la majorité de la population s'est ralliée à la vaccination, on n'en a plus besoin, on n'en parle plus. Hein. Donc je dirais qu'il y a une dimension de communication politique qui est beaucoup plus forte au niveau contemporain qu'à l'époque de Vichy. Alors dans le domaine des valeurs qui sont promues par notre gouvernement et qui étaient promues du temps de Vichy, est-ce que tu retrouves aussi des parallèles? Par exemple la valeur travail qui est également exaltée aujourd'hui, aux dépens d'ailleurs des produits non essentiels comme tout ce qui est culturel. Est-ce que cette valeur, on la retrouve, est-ce que c'est sous la même forme ou est-ce que c'est sous une forme différente? Mais enfin, on est aujourd'hui dans une apologie de la valeur travail et de la productivité qu'il y a derrière éventuellement. Alors, on a effectivement une centralité du travail dans le régime de Vichy. D'ailleurs, il a une devise qui remplace le liberté, égalité, fraternité, qui est travail, famille, patrie.
Et aujourd'hui, évidemment, plus personne ne va utiliser les mêmes termes, mais on voit que notre vie sociale, notre emploi du temps, ce qu'il nous est laissé de temps à peu près disponible, qu'on passe pas enfermé à la maison, de temps hors confinement, c'est le temps qu'on passe à travailler et à consommer. Alors, je dirais que donc c'est légitime de faire le parallèle, mais je dirais que la valeur travail est beaucoup plus riche chez Pétain, dans le régime de Vichy. Alors, pas de manière très agréable ou très positive pour nous, mais le travail, c'est à la fois une dimension économique, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un ensemble de normes morales qui accompagnent le fait de... voilà, c'est une des formules de Pétain lorsqu'il arrive au pouvoir, quand il critique la Troisième République, il dit l'esprit de sacrifice a été laissé au second plan au profit de l'esprit de jouissance, des loisirs. Il vise évidemment les congés payés du Front populaire. Donc c'est l'idée de gagner son pain à la sueur de son front. C'est l'idée, c'est une représentation, et c'est pas anodin si le deuxième terme de la devise c'est la famille, c'est une représentation de la famille patriarcale avec l'homme qui va travailler à l'extérieur et la femme qui reste à la maison à s'occuper des enfants, s'occuper du foyer. Aujourd'hui, la valeur travail, elle est purement économique. Elle est restreinte à sa vérité de profit pour l'économie capitaliste. De manière très claire, il faut qu'on soit productif. Tout ce qu'on nous laisse en dehors du confinement, c'est du temps de productivité. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, peu importe, on est des travailleurs, des travailleuses qui sont là pour produire de la richesse qui bénéficiera à notre économie. Et on voit comment les mesures qui sont adoptées visent priorité à soutenir l'économie, les effets psychiques de ces situations de contraintes qu'on subit qui sont extrêmement restrictives. Enfin, c'est quand même la moitié de notre existence, de 18h à 6h du matin, on a un contrôle sur nos corps, sur nos déplacements, sur ce que nous faisons, et c'est quelque chose quand même d'extrêmement attentatoire aux libertés élémentaires, mais tout ce qu'on envoie et tout ce qu'on nous concède, c'est notre statut d'agent économique, de producteur de richesse et de consommateur. Là qu'on retrouve, d'ailleurs on va être amené à conclure là-dessus, c'est-à-dire que l'idéal qu'on est en train de nous proposer, c'est purement un idéal de rentabilité, de productivité, aux dépens quand même de tout ce qui était le charme quand même d'une partie de notre existence, c'est-à-dire que tout ce qui est culturel, tout ce qui est outil de la pensée, du plaisir, de la rencontre. Est-ce qu'on retrouve aussi des points communs ou pas ? Je dirais que c'est peut-être une des différences là aussi où le régime de Vichy apparaîtrait peut-être plus riche. Et ça m'arrache un peu la bouche de le dire, enfin plus riche mais dans un sens très négatif. Mais effectivement, il se soucie davantage de la vie sociale, de la vie morale, de la vie culturelle des populations. Alors c'est toujours avec une orientation extrêmement conservatrice, traditionnaliste, patriarcale, raciste. Voilà, il ne s'agit pas de faire l'éloge de Vichy contre le gouvernement actuel, mais on a effectivement l'impression que le gouvernement actuel ne nous voit que comme des homo economicus, des acteurs économiques, et finalement que ça. Et ça se voit dans l'absence de pilotage en termes culturels. Ça a été remarqué que toutes les interventions du Premier ministre ou du Président de la République depuis le début de l'épidémie ne disent jamais le mot culture, que c'est un secteur qui est totalement abandonné, alors que le régime de Vichy avait une vraie politique culturelle. Alors, elle est extrêmement critiquable, mais ça, je propose qu'on en discute lors d'une prochaine rencontre. Eh ben oui, puisqu'on est là pour défendre tout ce qui est culturel, on continuera la prochaine fois, et puis tu pourras poursuivre ça à l'Université populaire si on arrive à réouvrir. Je le souhaite de tout cœur. Merci.